Bonjour tout le monde, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Déjà, je tenais à m'excuser pour le manque de vidéos sur les Sentinelles, mais c'est vrai que j'ai peu de temps malheureusement à consacrer à la chaîne. En tout cas, aujourd'hui, j'espère que ça va vous plaire. Nous avons un invité de taille, Oleg de Normandie, qui est venu nous voir. Merci beaucoup Morgane de me recevoir sur ta chaîne. Avec grand plaisir. Et je reviens vers toi, parce que ça fait pas mal de temps qu'on se parle. Ouais. Et c'est vrai que, écoute, ton travail, en tout cas, tu sais très bien que j'admire beaucoup de choses. Que tu fais un travail, enfin là je te parle à titre personnel, que tu fais un travail vraiment admirable. Et au contraire, même nous au Sentinelle, j'ai quand même des retours qui sont vraiment très positifs en tout cas. Et voilà, je voudrais te découvrir, je pense. Je voudrais aussi savoir qu'est-ce qui t'a amené à faire ça aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça. Et expliquer aussi ton parcours, parce que forcément, il y a des gens qui ne te connaissent pas du tout. Et qu'est-ce que... Voilà, donc j'ai des réponses dessus, quoi. Déjà, je suis vraiment content de faire cette interview avec toi. Ça, je tiens à le souligner, parce que je te connais depuis quelques temps. J'apprécie beaucoup ton état d'être. J'aime les hommes de terrain. J'aime les gens qui ont compris que le temps comment dirais-je, où on se rend compte de la situation qui s'aggrave, il est révolu. Et pour moi, c'est le temps de passer à l'action et aux actes. Et je te connais depuis quelques temps maintenant, et c'est vrai que j'apprécie ta posture. Vous allez sur le terrain, ça c'est très rare. Vous allez sur le terrain, vous aidez les gens, et j'aime beaucoup votre mentalité. Donc c'était pour moi, j'ai envie de dire, un grand plaisir de pouvoir faire cette interview avec toi. Écoute, franchement, grand merci en tout cas, aussi bien que ça soit moi, que ça soit toute mon équipe derrière moi. On te remercie parce que voilà, on sait qu'aujourd'hui, je pense que ça va être vraiment intéressant ce que tu vas nous dire, ce que tu vas nous faire voilà, savoir aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont sûrement pas au courant de ce qui se passe, et on va dire peut-être même de certaines révélations, peut-être. Après, c'est à eux peut-être d'aller chercher un peu plus loin, mais tu vas nous peut-être mettre sur le bon chemin, on va dire. Disons que moi, ce que j'essaie d'apporter, c'est ce qui m'anime depuis que j'ai démarré mon aventure, je dirais, via YouTube, via Internet. Donc j'ai écrit un livre aussi, et puis je publie des livres. Ce que j'essaie d'apporter, on va dire, en tout bien tout honneur, c'est ce qui m'anime depuis que je me suis lancé là-dedans, c'est-à-dire cette envie de trouver d'autres repères, de trouver d'autres valeurs, une autre culture, en fait, un autre état d'esprit. Moi, ce qui m'a réveillé, en fait, c'est quand j'ai appris sur le tard que j'avais, en fin de compte, parce que je suis normand, des origines vikings. Bon, j'étais déjà assez sensibilisé, je dirais, au monde actuel. Je me suis déjà rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui tournaient pas rond. Et c'est vrai que quand j'ai appris que les Normands, en fait, avec le pays Normandie, le nom de Normandie étymologiquement, ça veut dire Norman, en anglais, pays des hommes du Nord, même si ça vient de la langue norroise des Vikings. Je me suis dit, là, il y a sûrement un truc à creuser, parce que c'est quand même bizarre que je ne sois pas au courant, moi, en tant que Normand, avec mes cousins, mes frères et sœurs. Normands ne le savent pas non plus, je dis c'est quand même bizarre. Donc étant, si tu veux, un petit peu déjà, on va dire, j'avais compris tout. On va dire, tu vois, un petit peu les manipulations historiques et tout ça, le serpent, quoi. Je me suis dit, il y a sûrement un truc à creuser au niveau des Vikings. Et j'ai commencé à creuser, et je pensais pas que ça m'amènerait jusque-là. Et le pire, quand je dis jusque-là, c'est de voir que il y a un envers du décor au niveau de l'histoire, et c'est fantastique de découvrir un autre système de valeurs, une autre culture. C'est génial. Autant que c'est choquant de s'apercevoir à quel point on a modifié notre mémoire à tous, notre mémoire collective de peuple. Ça a été volatilisé. Donc c'est mon travail, si tu veux, à la fois de récupérer notre véritable histoire. C'est du gros boulot, parce que faut pas non plus tomber dans l'excès et commencer à dire que tout est faux. Et il faut faire le tri, mener des enquêtes, et puis de là, retirer également, surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est les enfants, les futures générations. Et donc moi ce qui m'intéresse, c'est de retrouver également un système de valeurs et une culture. Et de s'apercevoir que,
quand tu prends le fil viking, tu remontes beaucoup plus loin dans le passé et tu t'aperçois que c'était des gens totalement à l'opposé de ce qu'on nous raconte. Donc, c'est à la fois passionnant dans l'enquête et surtout les fruits que ça va apporter m'intéressent. Donc tu es d'accord avec moi que toutes les séries, bon il y en a que je m'excuse parce que je pense qu'ils vont être sûrement en très désaccord avec moi, c'est toutes les séries vikings qu'on voit à la télé aujourd'hui ne nous donnent pas entre guillemets peut-être la vraie version ou la vérité de nos ancêtres vikings. C'est absolument pas le but de ces séries. Le but de ces séries, c'est effectivement, bon, c'est d'être regardé, mais j'irais par rapport à mes confrères, mes adversaires, hein, mes confrères intellectuels qui connaissent l'importance de la culture. Parce que quand je parle de culture, la série Viking, les séries sur les Vikings, c'est de la culture. Parce que moi je me mets à la place, si tu veux, de quelqu'un qui ne me connaît pas, qui regarde la série Viking, voilà. Qui se dit waouh, putain, les Vikings, en fait c'est des barbares. Ouais. En fin de compte, apparemment, d'après les recherches que même toi, en plus que tu donnes et que tu amènes, c'est complètement. Pas du tout. En fait, on est un peu face à une. C'est même pas que c'est une caricature des Vikings, on est carrément face à une inversion des valeurs. En fait, le phénomène Viking, hein, pour mettre les pieds dans le plat, c'est une entreprise chevaleresque, sauf qu'en norrois, ça se dit Drengr, chevalier, et que les Drengr, si vous voulez, c'est l'équivalent du chevalier chez les Templiers, mais chez les Vikings, quoi. Donc les invasions Vikings, c'est un peu une croisade, si tu veux, mais une croisade des justiciers, et de justiciers qui sont attendus en Gaule. Bon, il y en a, ils vont dire c'est déjà la France. Pour moi, enfin, pas que pour moi, hein, si on recherche sérieusement, historiquement, à l'époque viking, c'est pas encore la France, c'est encore les Gaules. Ils sont attendus, ces chers vikings, ces chers chevaliers vikings, par de nombreux Gaulois qui en ont à ras la casquette du servage. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos ancêtres à cette époque-là en Gaule sont des serfs, c'est-à-dire quelque part des esclaves. Soumis quoi. Bah, ils n'ont pas le droit de quitter leur terre, si tu veux. Donc, quand tu es obligé de travailler sur cette terre, qu'elle ne t'appartient pas, que tu ne peux pas la quitter, et que tu es obligé d'acquitter à ton seigneur une somme dont il est le seul pratiquement à décider, je dirais la somme. Donc, tu es oppressé, hein, tu n'es pas libre. Hein. Donc, par rapport à ça, les Vikings, voilà, c'est très important de le souligner, sont venus... C'était une opération politico-religieuse, mais religieuse dans le sens, c'était contre la religion romaine, hein, judéo-romaine, qui imposait une véritable dictature, quoi, une oppression contre nos ancêtres gaulois. Et c'est pour ça que de nombreux Gaulois ont été complices des Vikings, donc finalement des Vikings eux-mêmes. Et c'est amusant parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est presque, j'ai envie de dire, un exemple à suivre assez comparable en fait par rapport à l'oppression, en tous les cas, que subissent les Gaulois. C'est un peu l'oppression que les Français commencent à subir pour les jeunes générations. Même si la génération baby boomer, elle, ne la subira peut-être jamais. Nous, on sait que les futures générations, on va souffrir et qu'on va vers l'oppression. Donc, c'est intéressant de se réapproprier notre mémoire par rapport à ça. Oui, tu parles vraiment d'un système auquel nous sommes confrontés, oui, comme tu disais, à un servage où nous sommes soumis à quelque chose, nous sommes soumis peut-être à une religion, enfin ça peut être dit de différentes manières, mais auquel malheureusement on perd nos valeurs, on perd notre identité, et on arrive à être complètement perdu, aussi bien je pense que spirituellement, aussi bien sur la culture de nos ancêtres, parce que comme je te disais juste avant l'interview, c'est ce qui est terrible, c'est qu'en Normandie, je suis moi-même dans Normandie, t'as plein de personnes qui, quand on leur dit qu'écoutez, que la Normandie appartenait, enfin, entre guillemets, c'était appartenait aux Vikings. Ça a été créé, la Normandie elle-même, en tant qu'État indépendant à l'époque, et ensuite en tant que province ou région, le mot Normandie vient directement de ces invasions vikings. C'est l'invasion viking qui a fait que les Vikings ont pris possession de ce territoire et l'ont nommé par leur nom les hommes du Nord. Voilà. Tout simplement. Et qu'il y a peu de Normands à l'heure actuelle qui sont au courant. Et c'est ça qui est grave, parce que c'est quand même le nom de la région, quoi. C'est ça, et quand tu parles à des gamins ou à des enfants, enfin, on va dire à des jeunes, à des ados de ça, ils sont complètement choqués. Ils disent mais non, mais c'est pas vrai, n'importe quoi. Et c'est là où je trouve qu'il y a vraiment un gros problème dans notre société actuelle, c'est qu'il y a plein de choses qui sont déformées, qui sont cachées volontairement ou pas. Et à l'heure actuelle, on perd toutes ces connaissances fondamentales déjà pour nos enfants déjà, et même pour nous-mêmes, parce que quand tu vois que même parfois ça peut être nos parents qui sont même pas au courant de ça,
excuse-moi, c'est quand même c'est impressionnant, quoi. Bah, ça démontre toute la puissance étatique. Et surtout, moi, ce que je retrouvais là-dedans, c'est quelque part des armes psychologiques pour répondre à une guerre invisible, en fait, qui est cette fameuse guerre psychologique. Parce que finalement, quand tu ne connais pas tes racines, tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas de qui tu descends, et que tu t'aperçois que tu avais des ancêtres qui ont quand même fait des choses grandioses pour la liberté. Hein. Je rappelle quand même que si on peut en ce moment faire cette interview, faire des discours libres sur Internet, même si c'est un petit peu, bon, on sent l'oppression arriver, quoi. Eh bien, c'est quand même grâce aux Vikings aussi, entre autres, puisque c'est derrière les invasions vikings qu'on va enfin faire éclater cette dictature en France. Elle va malheureusement se remettre en place, enfin, ça va être une guerre perpétuelle. Mais s'il y a eu la Révolution française, qui nous permet de nous exprimer librement aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a eu les invasions vikings. Tout ça, c'est lié. On sait que derrière, il y a eu les Templiers. Ah oui. Donc, clairement, les Templiers, hein, c'est lié au phénomène viking. Hein, ça se passe après, évidemment, mais oui, c'est le même état d'esprit. C'est une suite, et beaucoup d'initiés Templiers furent des descendants vikings, initiés vikings aussi. Donc, bref. Tu parles surtout dans leur état d'esprit, dans leur manière de se comporter. Et dans les connaissances qu'ils ont pu se transmettre. Quand on dit initié, c'est ça, oui, il faut expliquer. C'est-à-dire là, quand on s'aperçoit que des connaissances comme l'histoire authentique de la Normandie qu'on vous explique ne sont pas connues par le public, mais il y a quand même des gens dans la population qui le savent. Et avant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de médias, donc on ne pouvait pas le diffuser publiquement comme on est en train de le faire maintenant. Et donc, c'est ça qu'on appelait les initiés, c'est ceux qui savaient, qui avaient encore les connaissances authentiques, malgré la dictature et les mensonges qui peuvent être répandus par les officiels. Donc en ce moment, c'est pour ça que, si on peut reboucler avec ce qui se passe en ce moment, toi, ce que tu fais, c'est des actions de terrain. Tu t'aperçois sur le terrain que concrètement, il y a un gros manque au niveau des valeurs. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Même. Et ben, moi, en quelque sorte, j'ai identifié ce manque. D'où vient le manque? C'est qu'il y a une guerre intellectuelle et psychologique qui est faite contre notre peuple, contre nos personnes, qui commence déjà par effacer leur mémoire et leur histoire. Et après, on verra que ça va plus loin, ça va dans le système de valeurs. La famille. La famille, parce que moi, malheureusement, j'ai pu m'apercevoir d'une chose. Je crois, il me semble que je l'ai expliqué ça dans une de mes vidéos au début. Malheureusement, j'ai perdu ma grand-mère il y a 3 ans, si tu veux. On a dû la mettre en maison de retraite avant. Enfin, elle est décédée en maison de retraite. Et j'ai passé un Noël avec elle. Et crois-moi, c'est là où j'ai eu vraiment le déclic et le choc d'ailleurs de ça. C'est que je suis arrivé, je sais pas, il était 19h, 20h à la maison de retraite. Je me suis dit, bon voilà, c'est le réveillon de Noël. Donc je me suis dit, je vais passer au moins le réveillon de Noël avec elle, moi jusqu'à 22h. Et je sais pas, sur les 30 pensionnaires, j'étais le seul des familles, quoi. Et je t'assure que j'ai regardé la salle, j'ai regardé ma grand-mère, j'ai regardé les autres gens à côté, je me suis dit, mais c'est pas possible. Nous, Français, je m'en fous, je veux dire, c'est juste une question de famille, de valeurs, si tu veux. Je dis comment le réveillon, on peut laisser nos grands-parents ou nos parents tout seuls. Et après, je parle, si tu veux, à une aide-soignante qui est là et qui me dit, mais Morgane, c'est toujours comme ça. Ça fait des années que c'est comme ça, que le réveillon, on laisse nos pensionnaires comme ça. Et si tu veux, ça m'a vraiment fait quelque chose, ça m'a vraiment marqué. Et c'est à partir de là je me suis mis à faire les sentinelles, à créer les sentinelles, je me dis, c'est plus possible, quoi. Et je pense que c'est là où je rejoins, si tu veux, ta manière de voir les choses par rapport à nos ancêtres. C'est que ces valeurs-là, pour eux, c'était fondamental. Ouais. On ne laissait pas nos anciens comme ça, on ne laissait pas... même si c'est minime aujourd'hui, mais à l'époque, c'était même pire qu'une honte, si tu veux. Je suis complètement d'accord et autant écœuré que toi. Il y a un vrai problème dans nos familles modernes, j'ai envie de dire. Les liens ont été coupés. Moi, c'est pareil. Si j'en suis arrivé là aussi, c'est aussi par rapport à des expériences personnelles. Moi, j'ai été... on va dire, c'est un tout, c'est un peu une accumulation de choses qui m'ont touché directement, un peu des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est pas normal. Et après, tu fais l'analyse, tu te dis, mais où est-ce qu'on a merdé, quoi? Comment ça se fait qu'on prend plus soin
les uns des autres, parce que si tu prends plus soin de ton grand-parent, mais je m'aperçois aussi qu'il y a également aujourd'hui des grands-parents, et ça va surprendre, qui ne s'occupent même plus de leurs petits-enfants, quoi, qui ne regardent même plus leurs petits-enfants. Complètement. Le lien entre les générations, il est coupé. Ouais, c'est ça, se rompt de plus en plus, quoi. Et donc, des expériences choquantes comme ça, ou des injustices graves, il y en a tous les jours. Et moi, l'analyse que j'ai faite, c'est que la plupart de ces maux viennent de l'environnement extérieur. Parce qu'en fait, on est tous très très influençables. Bien qu'on ait tous notre petit ego et qu'on se dise non mais moi, je suis pas influençable, j'ai mon libre arbitre. Mais en réalité, c'est pas vrai, on est tous sous influence. Moi, je dis souvent que voilà, si j'en suis arrivé là, c'est parce que j'ai carrément assumé l'influence, entre guillemets, des médias, du système, de la mode. Je l'ai assumé pleinement. J'étais ce jeune qui écoutait du rap, qui voulait sortir puis qui sortait qu'avec des métis ou des personnes bronzées. Et puis de m'apercevoir que c'était simplement pour suivre la mode, et puis que c'était pas productif, toutes ces valeurs-là, les valeurs de l'argent, de la frime, tout ça. On s'aperçoit que ça marche pas. Et donc, derrière, il faut passer à autre chose, quoi. Il faut se réapproprier ces valeurs, il faut retourner vers notre vraie histoire. Complètement, ouais, complètement. Parce qu'il y a eu un... Voilà, aujourd'hui, il y a plus de... La culture qu'on nous propose, si tu veux, l'environnement extérieur qu'on nous propose est malsain. Il ne nous permet pas de nous épanouir. Et nous devons, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, c'est mon devoir en fait, étant donné que je vois ces choses-là et que j'en suis conscient, il est de mon devoir de combattre contre ces intellectuels-là qui sapent nos familles, qui sapent notre pays, de combattre contre eux et d'apporter autre chose, d'apporter une réponse. Et ça c'est la culture traditionnelle que possédaient nos ancêtres vikings, gaulois, les Templiers aussi. On va me prendre encore peut-être pour un complotiste, hein. Je m'en fous un peu, tu vas me dire. Mais c'est une forme, si tu veux, de manipulation mentale, quoi qu'il arrive. Si aujourd'hui nous sommes là à être divisés les uns les autres, avoir aucun respect envers sa propre famille, comme disaient les Vikings, envers son propre clan. C'est malheureux à dire, mais c'est ce qu'on vit c'est ce qu'on vit tous les jours, quoi. Et le nombre de personnes qu'on le voit, qu'on constate dans la rue, qui sont délaissés complètement, qui n'ont pas de famille, ou qui sont, comme tu dis, il y a une rupture complète avec la famille. Ouais, même nous, on constate au Sentinelle, si tu veux, quand on fait certaines actions, que c'est vraiment difficile à, déjà, même pour nous, hein, en tant que... C'est vraiment difficile à voir, difficile à agir. C'est pas évident, t'as des gens qui sont complètement enfermés sur eux-mêmes, qui veulent pas parler, ils osent même plus te demander un service tellement qu'ils ont honte. Et ça, c'est vrai que c'est là, je pense, pour moi en tout cas, hein, je pense que c'est la société qui fait ça et qui nous amène à une soumission et à se taire. Voilà, faut qu'on soit d'accord sur tout et on se taise et voilà où on arrive aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a un lavage de cerveau que moi j'identifie déjà de très longue date. Alors il y a eu des sursauts dans l'histoire justement de gens épris de justice et d'envie de faire le bien et d'aider leurs prochains, ou d'aider les leurs en tous les cas, ce qui fait qu'on s'en est parfois sorti. Mais systématiquement, je pense qu'il faut que les chevaliers reprennent leurs armes et se remettent à combattre, sinon l'humanité serait asservie depuis déjà très très longtemps. Quand tu parles, si tu veux, de chevaliers reprendre les armes, on est d'accord que c'est pas la guerre, hein. C'est pas non, reprendre les armes, moi tu vois, mes armes c'est des armes intellectuelles, c'est de la culture. Bien sûr. Ouais, c'est une métaphore, bien sûr. La reprise des armes, être chevalier, reprise des armes, c'est pas du tout une insistance pour dire aller à la guerre, aller. Ah non, pas du tout, au contraire. Nous sommes d'accord. Hein. Non, en fait, tout ça, c'est avant tout psychologique. C'est une guerre culturelle, c'est une guerre des valeurs. Et ça consiste surtout à se réunir entre nous, à retisser des liens et à se comporter comme des personnes honorables et des personnes libres, et surtout des personnes qui prennent soin de leurs futurs enfants, des futures générations, autant que des anciens, parce que tout est lié. Donc les plus anciens doivent aider les plus jeunes et vice-versa. Hein. Donc
un bébé, il a besoin d'être aidé, une personne âgée aussi. C'est la filiation et la transmission. Et moi, ce que j'appelle une guerre, c'est une guerre intellectuelle et culturelle avant tout, quoi. Complètement. C'est faire face à cette guerre psychologique, parce que quelque part, on nous mène une guerre psychologique, quoi. Quand tu vois ce qu'on raconte sur notre histoire, sur notre passé, et que tu étudies un petit peu, tu t'aperçois que tout est archi faux, et que ça conditionne notre jeunesse à faire n'importe quoi, l'effondrement des valeurs. Il y a plein d'exemples. Par exemple, la banalisation de la drogue. Oui. Nous, on le voit, notre génération, on est une génération où on s'aperçoit qu'à notre époque, le cannabis, c'était bon, tu fumais du cannabis, ça faisait un peu gangster. Maintenant, c'est plus rien. Donc, les gens, ils prennent autre chose, ils prennent de la coke, ils prennent des cachets. Ouais, ça va de plus en plus loin. Donc, ça va de plus en plus loin et ça ne s'arrêtera pas. C'est pas parti pour s'arrêter. Donc, il y a un moment donné où il y a des gens, il faut qu'ils se lèvent et qu'il faut qu'ils disent stop. Et je pense que l'histoire se répète. Tous ces phénomènes de rébellion pour la justice, les Vikings, plus tard les Templiers, la Révolution française aussi, c'est une réaction face à l'oppression. Voilà, c'est ça la vérité. Et comme aujourd'hui on essaye de nous remettre à nouveau en esclavage, eh bien ces gens-là, ces intellectuels-là, ils nous referment ils nous enferment, et tous les échappatoires, tout ce qui pourrait nous servir de point d'appui, ils le bouclent. Ils vont dire, voilà, les Vikings, ils sacrifiaient des humains pour leur religion. Complètement faux. Une invention et une aberration. Ce qu'on voit dans leurs séries. Et voilà, et ces intellectuels-là, ils ont la main également sur les séries, tu vois. Intellectuels, c'est un compliment. Moi, je les appellerais ingénieurs sociaux, mais il faut quand même leur donner ce compliment d'ingénieur, parce que c'est vrai qu'ils sont très très intelligents, ça il faut le reconnaître, attention. Mais ingénieurs sociaux, dans le sens, tu vois, ce qu'on étudie, c'est pas l'électronique de pointe, c'est le cerveau humain, comment le manipuler, tu vois. Faut en rire, hein, Ça reste du cinéma avant tout, de toute façon. Enfin, quand on voit ces séries, là je te parle des séries, ça reste du cinéma, mais il n'y a rien de fondé derrière, quoi. Ça n'est effectivement que du cinéma, mais le problème c'est que les gens prennent ça, même s'ils savent que c'est du cinéma, ça a une très grosse influence quand même. Bien qu'on le nie, c'est faux, il y a toujours une influence. Ça tombe bien. Je vais revenir avec toi sur un point, parce qu'il y a peu de personnes qui connaissent ce mot, enfin, qui comprennent ce mot, on va dire, comme toi en tout cas, tu l'entends et tu l'écris même dans tes bouquins ou même dans tes vidéos. Parle-nous un peu du peuple hyperboré pour toi. Parce que c'est vrai que tu as tellement de versions différentes de personnes, même toi je pense que tu es au courant, il y a tellement de versions différentes que nous on veut vraiment celle de l'Aigle de Normandie. Tu vois. Là, ça tombe bien, je viens de faire entre guillemets une divulgation, même si c'est surtout Jürgen Spanut, à qui revient le plus gros du travail. Mais c'est vrai que moi, je travaille dessus depuis déjà très longtemps, j'ai déjà ramené des tas d'arguments. Je travaillais surtout par rapport à Hyperborée sur l'époque très ancienne, mais là, concrètement, sur l'époque plus récente, on sait que, et notamment grâce à Jürgen Spanut, que si tu veux, juste avant les Gaulois, juste avant l'Empire romain, contrairement à ce qu'on nous raconte partout, il y a bien eu une civilisation en Europe nordico-occidentale qui s'est éteinte en 1200 avant Jésus-Christ. Voilà, ça c'est le concret. En 1200 avant Jésus-Christ, l'Atlantide de Platon, le fameux Atlantide dont on parle partout, exactement. Il est lié à Hyperborée parce que cette Atlantide est hyperboréenne dans le sens où elle est nordique et où on appelle ses habitants les Hyperboréens, ni plus ni moins. L'Hyperborée, c'est, si tu veux, c'est une civilisation encore plus ancienne, mais encore plus au nord, dans la zone boréale, donc dans la zone arctique polaire. Sauf qu'à l'époque, le climat était beaucoup plus chaud, ce qui explique pourquoi ils habitaient là-bas, aussi entre autres. Mais ensuite, cette civilisation s'est déplacée un peu plus au sud jusqu'à arriver en Scandinavie, où il y a eu le centre de l'Atlantide, de Platon, et le récit de Platon raconte le naufrage dans cette zone scandinave, mais c'est aussi au nord de l'Allemagne, donc c'est pas très loin de chez nous, c'est tout proche, et dans cette confédération atlante, il n'y avait pas que cette zone dite hyperboréenne, il y avait également la Grande-Bretagne, la Normandie, la Bretagne, pour ce qui est du nom qu'on donne aujourd'hui. Donc en gros, voilà, l'Atlantide de Platon se trouvait en Scandinavie.
Cette confédération atlante, en gros, c'est toute l'Europe nordique, enfin toute l'Europe occidentale, on va dire. Hein. Ça part donc de la Scandinavie, en passant par la Grande-Bretagne, la Normandie, la Bretagne. Ça va même au Portugal, en Espagne. En fait, c'était une confédération de marins. C'était des proto-vikings, en fait. C'était des proto-vikings, tout simplement. Et donc, que ce soit, voilà, je vous dis, en France, en Angleterre, en Europe du Nord, même en Espagne, et même jusqu'en Afrique du Nord, c'est vous dire à quel point ils se sont développés, on avait des gens de type européen en Afrique du Nord. Ça, c'est important de le dire. On avait des Européens de type viking, et qui vivaient comme des vikings, c'est-à-dire le mode de vie libre, avec, c'est vrai, un amour pour la navigation, un amour pour l'aventure, mais surtout un mode de vie libre, pas au sens libertaire, hein, au sens libre de ses mouvements, et des gens qui vivaient avec un système de valeurs type hellénique, olympien. Hein, et d'ailleurs, on va y venir aux Hellènes, justement, à cet esprit des philosophes grecs. Il n'est ni plus ni moins cet esprit des philosophes grecs que l'héritage de l'Atlantide hyperboréenne. Donc nos ancêtres sont des Gaulois, mais les ancêtres des Gaulois sont des Atlanto-boréens, les Atlantes du Nord, d'accord, c'est-à-dire des proto-vikings. Et puis en 1200 avant Jésus-Christ, le récit de Platon le raconte, déluge, destruction, ce qui fait qu'on a ensuite plusieurs siècles où la Terre est ravagée, avant que de nouvelles civilisations ne réémergent. Mais toutes ces nouvelles civilisations seront le fruit de ces descendants atlantes, qui sont des Européens, des proto-vikings, voilà. Ça, c'est une énorme révélation qui, si tu veux, fait trembler l'establishment, parce que, comme tu le sais, l'establishment a un projet politique, et il a adapté toute la science et l'histoire à son projet politique, c'est-à-dire qui nous font croire que nous venons tous d'Afrique. Comme ça, c'est la meilleure façon de justifier une immigration massive africaine. Ouais, enfin ça c'est... C'est comme ça. Et donc, c'est pour ça que, si tu veux, la vérité sur l'Atlantide n'est pas divulguée, parce que ça gêne le projet politique impérialiste et esclavagiste. Mais c'est ça la vraie version de l'Atlantide. Et globalement, je suis le seul à en parler. Il y a Jacques Grimaud qui en a parlé aussi dans une interview qu'il m'avait donnée. Il en a parlé de façon beaucoup plus vague que moi. Il est très hermétique. Mais lui aussi est très combattu. Hein, moi, je suis insulté tous les jours, hein, dans les commentaires, de la pression tout le temps. Et puis bon, après, j'ai fait une dernière vidéo, vous avez vu ce qui s'est passé, ça a monté d'un cran, mais bref. Oui, enfin ça aussi, je comprends pas. Là, je reviens là-dessus. Là, je ne comprends pas comment on peut, si tu veux, qu'on soit en désaccord avec ce que tu dis, ce qui est normal, tu vois, on peut être en désaccord avec tout le monde. C'est juste que quand on est en désaccord, il faut argumenter derrière. Tu vois, on dit voilà, Oleg, je suis pas d'accord avec toi parce que si, parce que ça, parce que ça. Mais au moins ils argumentent. Par contre, après, dès que ça arrive à des menaces, si tu veux, c'est là où ça me gêne plus. Parce que je me dis, en gros, c'est juste tais-toi, t'as raison, mais tais-toi parce que tu nous gênes. Voilà. Et je suis pas le seul à penser de cette manière-là. Il y a beaucoup de personnes qui pensent comme moi là-dessus. Et ça nous gêne, tu vois. C'est que tu sois en désaccord. Voilà, on le respecte. Moi, ce que j'ai envie de répondre à ces gens-là, c'est que déjà, maintenant, le PDF, il y a des milliers, peut-être des millions de copies qui existent. Donc, ça va être difficile de contenir la vérité. Et qu'ensuite, comment leur expliquer ? Nous sommes des millions de descendants de Gaulois, de Germains, d'Atlantes. Et nous sommes en train de nous apercevoir à quel point nous sommes des Bleus. C'est ça. Donc moi, si j'étais à votre place, je me mettrais à mieux parler aux gens. C'est dans la philosophie des Vikings, des Gaulois, des Grecs, hein, qui sont des descendants hyperboréens, il y a la philosophie de l'immortalité de l'âme. Donc c'est l'ancienne tradition, c'est-à-dire qu'il y en a, ils vont dire c'est de la religion. Nous, on n'appelait pas ça une religion déjà parce que le mot religion était inventé par les latins. C'est un mot latin, hein, inventé par les Romains, qui n'existait pas ni en Gaule, ni en Germanie, ni nulle part. Et donc, déjà, c'est pour vous expliquer que nous voyons les choses spirituelles de façon tout à fait différente des façons religieuses auxquelles nous sommes habitués. Parce que ce soit le christianisme ou l'islam, ce sont des religions. Alors que notre tradition qu'avaient nos ancêtres gaulois était complètement différente et qui était partagée par Platon et Pythagore, il y avait l'immortalité de l'âme. Or, la science nous dit quoi ? Plusieurs millénaires plus tard,
il existe bien un corps énergétique qui englobe le corps. Exactement, ouais. Et ce corps énergétique, il est potentiellement immortel, puisqu'on a mesuré avec des appareils, à la mort d'un sujet, par exemple un accident de la route, une tension électromagnétique qui se dégage du corps au moment où quelqu'un meurt. Exactement. Donc ça, déjà, ça renforce l'idée d'une éventuelle immortalité de l'âme. Moi, ce que je dis, c'est que ce qu'il faut faire, mes chers compatriotes, c'est qu'il ne faut plus vivre pour son corps seul. Je ne dis pas qu'il faut mépriser son corps. Je dis juste qu'à un moment donné, il faut tirer la sonnette d'alarme. Il y a des choses plus importantes que votre petit corps. Et il faut savoir que d'après nos ancêtres, d'après la tradition, de toute façon, la mort n'est qu'un passage vers une prochaine vie. Ce n'est jamais la même, mais après on rentre dans tout ce qui est, comment dirais-je, les mémoires des ancêtres. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons tous un capital de génétique, dans lequel il y aurait bien sûr des mémoires des vies antérieures en fait. Les mémoires de nos ancêtres seraient quelque part en nous, et donc finalement la vie de quelqu'un ne meurt jamais, elle reste toujours en mémoire, et donc l'âme de quelqu'un qui meurt pour une juste cause, typiquement les guerriers gaulois ou vikings n'avaient pas peur de la mort pour ces raisons-là. Quand ils se battaient, c'était toujours pour une cause juste, et donc ils savaient que s'ils mouraient pour une cause juste, ils avaient fait un acte héroïque et tellement bon au niveau de la vertu, de la conscience et du cœur. Ils savaient que leur âme allait prendre beaucoup d'énergie et quand elle allait venir se réincarner dans un nouveau-né de la tribu, ce nouveau-né serait un homme encore plus vertueux, encore plus fort. Donc si moi je meurs pour des raisons héroïques, eh bien tant mieux, puisque quand mon âme viendra se réincarner, si je puis dire, elle aura avec elle ce bagage énergétique. Et puis, je dirais, à bout d'un moment donné, faut arrêter d'être égoïste, il faut penser à l'intérêt général. Et bon, l'histoire a montré qu'il y a toujours eu besoin de gens qui se sont sacrifiés. Donc, et c'est ça l'esprit des Européens, c'est de ne plus avoir peur de la mort, pour dire non, on dit stop, si vous voulez me tuer, vous me tuez, mais ce qui compte, c'est la justice, la vérité, mes idéaux, mon âme. Et mon âme, elle est immortelle, vous ne pouvez rien contre ça. Donc, c'est pour ça que moi, ça ne me fait pas du tout peur, en fait, ces menaces, mais que je tiens à ce que le public soit au courant. Non, mais bien sûr, bien sûr. Pour que le public se rende compte de qui on a en face, quoi. Bah, c'est ça, surtout ça. Et pourquoi ils réagissent de cette manière-là envers toi? C'est ça qui est grave. Bah parce que ça les dérange, comme tu dis, terriblement, parce que ça va à l'encontre de leur projet. Enfin, je trouve ça terrible d'en arriver là. Mais l'histoire a toujours été comme ça. Qu'est-ce que je te dis, c'est l'histoire qui nous le dit. Non, mais bien sûr, je connais un peu l'histoire. Notre culture est une culture héroïque, de toute façon, et c'est le prix de la liberté. Comme on dit, il vaut mieux mourir debout que vivre à genoux. Donc, au bout d'un moment donné, faut y aller, quoi. Complètement, ouais. Et c'est vrai que je trouve ça, si tu veux, c'est même aujourd'hui, en 2019, de réagir de cette manière-là. En plus, maintenant, on sait très bien qu'avec avec YouTube, avec les réseaux sociaux, les divulgations peuvent arriver vite. Les fake news aussi, malheureusement. Ouais. Mais je veux dire, ce qui est marrant, c'est que quand quelqu'un sort une fake news, il va pas être menacé comme malheureusement toi tu l'es, ou Jacques Grimaud peut-être peut avoir des problèmes aussi. Et c'est là où je trouve ça étonnant, si tu veux. C'est que quand quelqu'un apporte des choses concrètes avec limite des affirmations, je dis bien limite des affirmations, et ben aussitôt il se fait menacer, ou il se fait blacklister des chaînes, il n'a pas le droit de passer à la télé, il n'a pas le droit de ci. Tu vois, c'est ça qui me gêne, surtout en 2019 à l'heure actuelle. Voilà, bah, moi aussi c'est pareil. L'injustice, là, je sais pas, moi, je peux pas. Je peux pas, au bout d'un moment donné, je dis stop, et c'est vrai que on est dans une société corrompue, et on va droit vers l'abîme. Les gens s'en rendent pas compte, parce qu'en fait, on est dans la dernière phase où, en fait, tout le monde est plutôt confort, à part, on va dire, la jeunesse et certaines personnes âgées isolées. Mais c'est vrai que tu as beaucoup de gens qui sont quand même confort, il faut le reconnaître. Matériellement, on a tout. Bah, on a tout, hein. Enfin, globalement, évidemment, comme on dit, il y a quand même des gens qui souffrent, mais matériellement, on a tout. Mais le problème, c'est que psychologiquement, au niveau des liens familiaux, etc., des rapports humains, c'est d'une pauvreté incroyable. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'ils sont en train de passer des lois, changer des tas de choses, qui fait qu'après, on ne pourra plus revenir en arrière. Donc, il faut se réveiller maintenant, parce que
il y a une vraie dictature qui est en train de se préparer là, mais bien Alors, sévère, parce qu'avec l'appui des machines, avec l'appui de la technologie, là, il faut bien comprendre que si on est bien, c'est uniquement grâce à la technologie. Ça, il faut le dire. C'est certainement pas parce que nos élites sont vertueuses, c'est certainement pas grâce à la République ou à je ne sais quel système politique qu'on est bien. On est bien uniquement grâce à l'intelligence de certains ingénieurs qui ont développé des machines. Ça, faut se le dire. C'est la matérialité. Et c'est ça qui fait qu'on travaille moins, etc. Mais derrière, eux, ces élites malfaisantes, ils veulent utiliser ça pour nous mettre en esclavage, la technologie. Il faut se le dire. Donc voilà, moi je pense il est temps de redonner un sens plus profond à nos vies. Et moi c'est ce que j'ai fait en me lançant dans cette bataille, de me battre pour des idéaux de justice, de vérité. Parce que pour moi la vie est plus belle comme ça en fait, en me battant pour quelque chose de concret. Peut-être de réinculquer de bon, de juste, réinculquer la vertu et ces choses-là. Peut-être l'esprit chevaleresque, comme tu disais auparavant, de ce courage, de ce... Comment je peux dire, d'une parole. Une parole est une parole. Et tout ça, pour moi, enfin, je pense que pour moi, tout ça, ça schématise l'esprit chevaleresque. Et tout ça, c'est important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si nous sommes aujourd'hui comme dans une situation comme ça, c'est que tout est perdu. Enfin, tout est perdu. On s'est vraiment éloigné de ce chemin-là, quoi. On revient dans le passé. On parlait tout à l'heure des Templiers. C'est quand même terrible, si tu veux, qu'un ordre qui a duré plus de 300 ans, qui était d'ailleurs un des seuls à cette époque, faut le savoir, hein, pendant 300 ans, Jérusalem vivait quasiment en paix. Hein. T'avais les Juifs, t'avais les musulmans, t'avais les chrétiens qui étaient là. Tout se passait bien quand l'ordre était là. Et à la fin, bon après c'était différent, mais on leur a craché dessus, on leur a traité d'hérésie, limite de satanique. Et si tu veux, c'est ça qui me dérange, c'est que ils ont apporté énormément de choses, ils se sont sacrifiés sur énormément de choses aussi. Et pour moi, l'esprit en tout cas chevaleresque vient en grosse partie de ces fameux Templiers, si tu veux, qui aujourd'hui on parle encore et on en parle quasiment tout le temps de ces mystères des Templiers, et qui, je pense, au fond nous permettent, si tu veux, de comprendre certaines choses. Mais voilà, il faut qu'à chacun de nous, qu'on puisse se sentir comme ça, peut-être, se sentir à avoir une parole est une parole, d'être discipliné sur ce qu'on fait. Ouais. Et voilà, j'en reviens, comme tu disais tout à l'heure. Mais pour tout ça, on a besoin d'inspiration, d'exemples, de compréhension de la beauté et de la valeur de ces choses-là. C'est ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est carrément forcé d'ingurgiter une culture et puis une oppression médiatique avec un bruit permanent. Ah, complètement. Toujours quelque chose à raconter, on essaie toujours d'attirer notre attention en permanence, ce qui fait que notre esprit est tout le temps occupé et on a très peu de temps pour nous intéresser à autre chose, très peu de temps pour lire, et pourtant tout est dans les livres. Donc, de toute façon, on sait très bien qu'on lit de moins en moins malheureusement, que nos jeunes, si c'est la tablette ou les réseaux sociaux, mais ça s'arrête là si tu veux, avant qu'ils prennent un bouquin et lire un bouquin, ce qui est vraiment dommage d'ailleurs, parce que c'est vrai que quand on lit les bouquins et ne serait-ce on voit une série à la télé, ce qui est différent, c'est que dans un bouquin, il y a des choses qu'il n'y a pas dans les séries, si tu veux. Et c'est vrai que maintenant, on est dans une société auquel, avec la télévision, avec YouTube, on peut tout avoir visuellement, si tu veux, en termes d'image, que on oublie de lire. Ouais. On oublie de lire et on oublie parfois aussi des anciens bouquins, des anciens auteurs qui, eux, comme tu disais tout à l'heure, tu disais de Platon, qui quand même a laissé des traces quand même importantes. Et qui aujourd'hui, peu de personnes, on va dire, initiées ou non initiées, sont au courant. Et puis tu as vu Platon, de la façon dont il est traité par les élites modernes. C'est-à-dire que Platon est moqué. Il y en a qui disent que le banquet de Platon, ça aurait été une partouze entre homosexuels. D'accord. Le banquet de Platon, c'est quand même un texte d'une richesse incomparable. Dire ça de Platon, franchement, c'est honteux, non ? Vous trouvez pas ? Voilà où on en est arrivé, quoi. Donc tous les auteurs intéressants qui relatent une tradition qui est celle des Européens, et qui est une tradition saine, pleine de valeurs, aussi bien transcendante dans le sens gérer la mort et l'après-mort, comme je vous le disais tout à l'heure avec l'immortalité de l'âme,
mais également avec de la philosophie, ils nous font comprendre à quel point la vertu est beau et à quel point le vrai combat qui vaille dans la vie, en réalité, le meilleur combat qu'on peut avoir, c'est face à ses penchants personnels déjà, parce qu'on dit que c'est d'abord intérieurement qu'on doit travailler personnellement, je dirais, pour affronter nos démons intérieurs, parce que je parle des élites depuis tout à l'heure, parce que c'est vrai que je suis dans une période où je me suis fait... voilà, bon, ça fait déjà longtemps que je me fais menacer, qu'on me censure plus ou moins mes vidéos. Voilà, j'ai eu de la chance, je suis passé au travers du filet pour la vidéo, tant mieux. Elle n'a pas été censurée, mais pour l'instant. Il y a plein de vidéos qui auraient dû faire autant de vues qui ont été censurées avant. Bref. Et donc là, c'est vrai que j'en ai un petit peu ras-le-bol avec ces menaces et tout, et je profite de l'occasion pour me lâcher, pour dire ce que j'ai sur le cœur. Mais donc, pour revenir concrètement, il ne faut pas rentrer non plus dans une confrontation directe avec des élites. Parce qu'en fait, nous, on a tous d'abord un premier travail à faire sur nous-mêmes. Complètement. On a tous, mais tous des défauts. C'est évident. Et on est tous améliorables à volonté, j'ai envie de dire. Et on n'est pas conscient du potentiel d'amélioration qu'on a. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le sport, parce qu'on se rend compte qu'on peut s'améliorer très vite grâce au sport. Mais il faut savoir qu'également sur le plan moral et mental pur, il y a également un énorme gap. Et c'est ça qui est important, et Platon et les philosophes comme Pythagore nous l'apprennent. La beauté du travail sur soi, du travail intérieur, qu'on peut dire spirituel, mais qui n'est pas de la religion au sens abrahamique du terme. Et c'est ça qui va nous donner l'étincelle et le courage, et qui va nous faire nous sentir des ailes, et qui va nous faire gagner la partie. Et certainement pas la haine, ou la volonté de détruire, ou la guerre face à face. Non, certainement pas. Tout se joue dans l'esprit. En tout cas, moi, c'est là où je me positionne. C'est donner du positif, faire regarder les choses d'une autre façon pour que l'on puisse avoir l'énergie et le courage de façon naturelle. De façon naturelle, quand on commence à voir la vie de la façon dont la voyaient nos ancêtres, quoi, de façon traditionnelle. Et qu'on voit que ces fameux Vikings, ces fameux Gaulois qu'on aime tant, on ne sait pas pourquoi, malgré tout le mal qu'on raconte sur eux, qu'on dit que c'est des barbares, qu'on dit que c'est... On ne sait pas pourquoi on les adore, ces personnages-là. Dès qu'on voit un casque à cornes, on tilt Viking, Gaulois. Qui est faux d'ailleurs. Non, c'est vrai, justement. Le casque à cornes ? Bien sûr. D'accord. J'avais un doute dessus. Ouais, mais justement, le doute a été immiscé par les ingénieurs sociaux, et justement, c'est débunké dans le dernier livre, tout ça. D'accord. Justement, pour qu'on ne fasse pas le rapprochement entre les Atlantes et les Vikings, ils ont répandu la rumeur très récente que les casques à cornes auraient été une invention, que ça aurait été du pipeau, que les Vikings n'auraient pas eu de casque à cornes. Bien sûr que si, ils en avaient. Alors pas tous, évidemment, pour le combat, on ne se bat pas avec des casques à cornes, tu vas te les prendre dans le maquis. En fait, non, ils avaient bel et bien des casques à cornes, ces gens-là. Évidemment, je disais pas tous, et pas pour le combat, notamment l'infanterie, évidemment, ça c'est vrai qu'ils mettaient pas des grosses cornes pour aller au combat, pour se faire attraper par la corne, ce serait bête. Mais ils avaient les casques à cornes, parce que c'était un symbole d'autorité. Les chefs portaient les casques à cornes. Voilà. D'accord, donc les chefs surtout... Voilà, c'est symbole d'autorité, ça veut dire c'est celui qui est relié au ciel. Tu vois, les cornes, il est relié au ciel. Et c'est un symbole d'autorité qu'avaient les chefs, qu'avaient les sages. Donc bien sûr que si, naturellement, quand on voit un casque à cornes, on pense aux Vikings. C'est pas une invention marketing. C'est ancré dans nos gènes. Et c'est très récent, depuis 10 ans, 15 ans, on a une campagne anti-viking, évidemment, anti-gaulois, comme toujours, comme depuis des siècles, depuis le judéo-christianisme. Mais là, elle s'est intensifiée parce qu'effectivement, avec Internet, eux savaient déjà que l'Atlantise se trouvait là, que c'était des proto-vikings, et donc ils avaient déjà commencé cette guerre psychologique en répandant cette rumeur, comme quoi les Vikings n'avaient pas de casque à cornes, ce qui est complètement faux. Voilà. D'accord, donc là... Et en plus, on voit bien que les Vikings, les Gaulois, tout ça, c'est la même famille. Hein. Les casques à cornes aussi étaient portés par les Gaulois, mais il y a des tas de symboles qu'on retrouve partout. On n'a fait que diviser pour régner. Et voilà, moi ce que je dis, en fait, c'est qu'en plus, l'avantage de cette tradition, voilà, c'est qu'il n'y a pas de dogme religieux, il n'y a pas, tu sais, toutes les obligations religieuses où il faut obéir bêtement et méchamment. Il y a... j'ai envie de dire, il y a que des bons côtés. Enfin, évidemment,
c'est difficile aussi à pratiquer, hein, parce que c'est basé sur la vertu, il y a une discipline à avoir, hein. Mais il n'y a pas les inconvénients de la religion et on a des valeurs et on peut s'élever, appréhender la mort d'une autre façon. Oui, c'est ça, comme tu disais, ils n'avaient pas de peur de la mort déjà, ils n'avaient pas peur de passer au-delà et comme disaient les Vikings, passer au Valhalla. Voilà. C'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on appréhende ça. Dès qu'on a un bobo, on voit que ça y est, on est à 2 doigts de la limite de la mort. Et c'est malheureux qu'on en arrive là encore. Mais c'est normal parce qu'on est élevé dans un dogme où on nous dit qu'il n'y a que notre petit corps qui existe et qu'une fois qu'on est mort, c'est fini pour toujours. T'imagines l'angoisse de malade. C'est angoissant, tu te dis putain, dès que je serai vieux, ça y est, après c'est fini, j'ai que cette vie-là, et puis c'est fini, je suis mort. Putain, c'est terriblement angoissant. Et c'est pour ça qu'on est psychologiquement enfermé, quoi, tu vois. Et moi, ce que je dis souvent à propos de la mort, et surtout d'après la mort, quoi, ce que je dis souvent, c'est, je sais pas, j'y ai pas été, mais il faut juste observer ce qu'on peut observer. Une fois que t'es mort, t'es plus là. Mais il y a un état qui est comparable, qui s'appelle l'état avant la naissance. Tu t'en rappelles, toi? Ah non. Moi non plus, je vous rassure. Et l'état, une fois que tu es mort, c'est ni plus ni moins que le même état d'avant la naissance. Ça paraît logique. Avant qu'on était né, on n'a aucun souvenir, on ne souffrait pas, aucune souffrance. Donc il ne faut pas avoir peur de la mort. Après la mort, on ne souffre pas. Et tu vois, tu peux relier, tu peux dire, ah mais finalement, il y a la mort, mais c'est aussi parce qu'il y a la naissance. Et tu peux comparer les deux états, avant et après. Et là, on rentre dans un cycle, tu vois, de régénération, comme dirait le père Thierry. La régénération, si tu veux, de la tribu, de la famille, avec ce cycle qui continue d'ancêtres à petits-enfants. Et en tous les cas, c'est la vision cyclique qu'avaient nos ancêtres, qui corrobore beaucoup mieux la science que les autres thèses. Et voilà, c'est la vision traditionnelle qu'avaient nos ancêtres européens, quoi. Donc, moi, je milite pour ça, entre guillemets, parce que je pense que c'est la solution. Voilà. Carrément. Je vais revenir avec toi sur un point, parce que je pense que peu de personnes t'ont fait la remarque, c'est plus une question, on va dire. Je reviens vers toi sur l'esprit chevaleresque. Est-ce que pour toi, les rois de France, je veux dire la royauté française, est-ce que pour toi fait partie de cet esprit chevaleresque, de cet esprit vraiment combatif, de garder nos valeurs, pas avoir peur de la mort? Est-ce que pour toi ça fait partie de ça? Très bonne question. Oui, pour moi ça fait partie de ça, mais il y a deux façons de voir les rois. Il y a la façon dont je les voyais au départ. Je dois le dire que au départ, moi je voyais les rois comme des dictateurs, comme des oppresseurs. Alors là je reviens avec toi, c'est ce qu'on voit au niveau scolaire, parce que souvent on nous dit ça comme ça. On nous dit que le peuple était toujours était vraiment malheureux à cause des rois, les rois leur prenaient tout, ils étaient des esclaves face aux rois, enfin on est d'accord, c'est ce qu'on nous apprend à l'école. Et tu vois, moi le premier, hein, on mange tous ce qu'on nous donne, hein, donc moi le premier j'étais vraiment dans cette vision-là au départ. Et puis en réfléchissant, voilà, en travaillant, je me suis aperçu qu'en fait les rois, finalement, c'était le roi, on va dire, c'était le chevalier de tous les chevaliers. C'était le meilleur de tous les chevaliers. Et là, quand j'ai compris ça, que c'était normalement, je dis normalement parce que peut-être qu'il y a certains rois qui ont abusé aussi, hein, qui n'étaient plus du tout des chevaliers. Hein. Mais bon, bref, fin de la parenthèse. J'ai compris qu'en fait, les rois, c'était finalement voilà, l'aboutissement de l'esprit chevaleresque dans son sens compétitif, olympien. Et que c'était le mec qui donnait l'exemple, en fait, qui incarnait la nation et qui incarnait le beau, le juste, le vrai. Et finalement, je pense que les rois étaient un contre-pouvoir. Voilà. C'est ça. Parce qu'en fait, quand tu réfléchis bien, tu t'aperçois comment fonctionne l'être humain et tu te dis, c'est vrai que les rois, là où
au premier abord, hein, quand on est un moderne, on se dit « Ah, mais c'est pas normal, ils ont tous les droits, ils sont riches et milliardaires jusqu'à leur mort. » Mais en fait, maintenant, je comprends mieux, en regardant la société moderne, pourquoi. C'est tout simplement pour qu'ils ne soient pas corruptibles. C'est ça. Et puis voilà, en étudiant bien l'histoire, je me suis aperçu de plein de choses positives qu'avaient fait les rois, et qu'effectivement, depuis qu'il n'y a plus de rois, bah, il y a de plus en plus de corruption, voilà, justement. Et que, bon, voilà, il s'est passé des choses avec l'Église. En gros, il y a l'Église et puis il y a le roi, quoi, tu vois, c'est pas la même institution. Aujourd'hui, tu as l'institution financière, évidemment, qui maintenant est reine, justement. Mais c'est vrai que, voilà, moi, les rois, finalement, je m'y intéresse de beaucoup plus et maintenant, je les vois avec un regard beaucoup plus en phase avec le mien. Bah, tu vois, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant la manière où tu dis ça, parce que c'est vrai que je pense que pour d'autres personnes, si tu veux te faire que Oleg de Normandie parle des rois de cette manière-là, il y en a qui diront pour un viking, au contraire, un roi tu vois ce que je veux dire, c'est tout le contraire. Et en fin de compte, c'est là où moi je reviens vers toi, c'est qu'en fin de compte, c'est en faisant des propres recherches, qu'on se rend compte que ce qu'on nous dit, ce qu'on nous inculque, si tu veux, est vraiment différent par rapport à nos recherches, à nos lectures, à nos infos qu'on va chercher, si tu veux, même sur le net. Maintenant, on arrive quand même, grâce à Honnête, on arrive quand même à trouver aussi des infos. Et ce qui est étonnant, c'est que toi, hein, vraiment, avec tout ce que tu as pu faire, avec tes bouquins, avec aussi bien on va dire, ton savoir sur le paganisme, d'être aussi, on va dire, comment je pourrais dire, pas enthousiaste, mais vraiment, on va dire, très positif pour la royauté française. Parce qu'en plus, à savoir, la royauté est restée quand même très longtemps au pouvoir en France. Hein. Ouais, je me suis aperçu, comme je te disais, que déjà chez les Vikings, chez les Gaulois, en fait, celui qu'on appelle le chef ou le jarl, c'est un petit roi en fait. Hein. C'est vrai que chez les Vikings, dans la société traditionnelle, il y avait plusieurs rois par région, on va dire, par comté. Parce que c'est vrai que si le pouvoir politique est divisé, bah, c'est mieux pour le peuple. Vaut mieux que le pouvoir soit divisé plutôt que le peuple. Donc c'est vrai qu'après, un seul roi, les Vikings, par exemple, dans leur état d'esprit, étaient, on va dire, contre un roi dominant. Mais pourquoi? Parce qu'eux, ils en avaient plusieurs. Mais ils ne sont pas contre le concept de roi. En fait, la nuance est là. Les Vikings, les Gaulois ne sont absolument pas contre le concept de roi. Au contraire, eux, ils aiment la méritocratie, l'égalité des chances. C'est-à-dire qu'à leur époque, c'était vraiment l'âge d'or. C'était en gros, le roi, c'était vraiment le meilleur, tu vois. Mais après, effectivement, quand la société a commencé à changer, bah, ils étaient contre le monarque qui va dominer des tas de peuples, alors que voilà, avant, bah, chaque peuple avait son propre roi. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Mais après, dans un État centralisé comme on est aujourd'hui, hein, on est dans des États hyper centralisés, bah là, il est évident qu'un roi pourrait être un contre-pouvoir fabuleux, à condition bien sûr de lui donner du pouvoir. Là, aujourd'hui, il n'y a plus de roi. Hein. Le roi de Belgique, il n'a aucun pouvoir. Donc, je peux même te dire par rapport à ça, ce qui m'a vraiment allumé la lumière là-dessus, je remercie Pierre d'Ortiguier, quand il m'a cité Jean-Sylvain Bailly, par rapport à la Révolution française. On s'est aperçu qu'en fait, les premiers révolutionnaires ne souhaitaient absolument pas se séparer du roi. Alors ça, c'est pareil. Là, on est en train de faire une divulgation qui ne va pas plaire. Enfin, une divulgation, ça se trouve, hein, mais on n'en parle jamais. C'est ce qu'on disait encore une fois. En réalité, Jean-Sylvain Bailly était un petit peu le premier personnage de France suite à la Révolution, le tout début. Il était pour le roi. Et ça, on ne le dit pas. Et ensuite, bon, on sait comment la Révolution a terminé. Le roi a été guillotiné et Bailly aussi. Voilà. Donc, il ne faut jamais juger, comment dirais-je, un colis, et puis l'étiqueter, et puis le jeter à la flotte. Parce que ce soit pour les rois ou pour les francs-maçons, parce que Bailly était un franc-maçon, mais pas du tout le même type de franc-maçon qu'on a aujourd'hui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, il faut pas tout juger comme ça trop vite. Il y a... ne pas faire un amalgame de tout. Parce que souvent, derrière une façade, il y a d'autres forces qui se cachent. Il peut y avoir les deux forces antagonistes derrière la même façade. Complètement. Donc...
Et pour toi, quel conseil tu donnerais, admettons, à nos internautes qui nous regardent, admettons, à nos jeunes, à nos ados, de la manière, si tu veux, de se comporter dans notre société par rapport aux valeurs que toi tu transmets en tout cas, par rapport à ce que, admettons, quelqu'un qui recherche, qui est en pleine recherche de lui-même, de sa personne, qui est vraiment instable, enfin, il cherche, si tu veux, vraiment à être mieux dans sa vie, à être mieux spirituellement. Chercher un but, un sens dans sa Exactement. vie, d'où l'on vient, ses racines, ses ancêtres. Qu'est-ce que toi, tu pourrais nous conseiller à nos internautes dessus? Alors, ce que je conseille, ça dépend du stade où on en est, mais le sport, c'est génial. Vraiment, moi, ça m'a construit le sport. Ensuite, essayer de modifier son alimentation de façon modérée, bien sûr, mais essayer une alimentation de meilleure qualité, ça marche aussi. Et puis ensuite, après, ça dépend des gens, hein. Mais moi, la méditation, ça m'a fait énormément de bien. La méditation, je dirais, bon, on va pas faire un cours là, mais j'ai fait quelques vidéos là-dessus, vous regarderez sur ma chaîne, et j'en ferai sûrement d'autres. Ça permet de travailler sur soi, de prendre confiance en ses capacités d'évolution. Et puis, dernier conseil, et c'est peut-être le plus important, renoncer aux médias mainstream, ne plus se polluer. Être maître de son destin, c'est être maître de ses pensées. Avoir son libre arbitre, c'est être maître de ses pensées. Or, tout ce que vous regardez, ce que vous entendez, vous influence. Donc, je vous conseille de maîtriser totalement ce que vous consommez en termes de médias. Et je conseille sincèrement une diète, un jeûne total des médias mainstream. Faites-le ne serait-ce que pendant une semaine pour voir. Vous allez voir au bout de quelques jours que les premiers jours, peut-être vous aurez un vide parce que on est habité par cette occupation. Vous allez vous sentir vide. C'est là où vous pouvez vous donner à la méditation, à la lecture, au sport. Et vous allez voir au bout de quelques jours, ce vide va laisser place à une nouvelle créativité, à des nouvelles énergies. Donc ça, je l'ai mis en 4e point, mais en fait, c'est le plus important. Voilà, et dis-moi, qu'est-ce que tu penses, aujourd'hui même depuis hier, ça fait pas mal de temps que ça remonte, de la perte de nos patrimoines en France, que ce soit de nos châteaux, que ce soit de plein de choses. On voit bien que le patrimoine prend un coup énorme en ce moment. Alors il nous invite à faire des jeux là, à gratter des jeux, je sais pas, c'est 10 € je crois ou 15 € le jeu, et en fin de compte apparemment ça va pas du tout dans le patrimoine. Qu'est-ce que toi, en tout cas, tu as à dire dessus, de cette perte pareil, hein, c'est une partie de notre culture qui s'en va, nos églises, nos cathédrales, nos châteaux qui disparaissent. Encore une fois, c'est très dommageable. On voit qu'on veut vraiment effacer notre histoire, effacer notre mémoire pour liquider totalement ce type de société avec des valeurs de liberté, des valeurs comment dirais-je, d'égalité aussi de droit quand même, hein. On est quand même en Europe, il faut le dire, hein. Les Européens, nous sommes les gens les plus libres au monde, hein. Non mais il faut le dire. Et donc, il y a une vraie volonté contre tout ça. Et donc, on efface toutes nos traces. Donc, moi, je divulgue l'hyperborée parce que ça a été effacé aussi, quoi, hein. Tout ce qui est gaulois, tout ce qui est viking, ça a été effacé. Les pierres mégalithiques, justement, s'il en reste, c'est parce qu'elles sont énormes et qu'on n'a pas pu tout détruire. Et là, on s'aperçoit que l'époque plus récente française subit le même sort. Elle est vouée, elle est destinée à l'effacement, pareil. C'est ce que je disais, dans un siècle, j'espère pas, hein, attention, hein, j'espère qu'il y aura un vrai sursaut et qu'on va empêcher tout ça, mais si ça continue comme ça, dans un siècle, on dira que Louis XIV, c'était une légende. C'est vrai. Que Jeanne d'Arc n'a pas existé, peut-être. Voilà, on dira que Jeanne d'Arc n'a pas existé, exactement comme aujourd'hui, on nous a dit, parce que maintenant ils pourront plus le dire bien longtemps, on nous a dit qu'Hyperborée c'était une légende. Pareil, moi j'ai eu affaire à ce genre de choses. Bon si on veut pas que Louis XIV n'ait pas existé, c'est maintenant qu'il faut se battre, quoi. Déjà, à savoir, il me semble que déjà aujourd'hui, au niveau de nos enfants, au niveau de la scolarité, en histoire, ils ont enlevé carrément Louis XIV, il me semble. Hein. Ouais, il a été enlevé des cours d'histoire officiels, ouais. Ah, c'est quand même grave. Ils ont enlevé Napoléon aussi, je crois. Ah, d'accord. Donc, non, mais le projet, il est là, hein. Donc, on modifie l'histoire en fonction du besoin politique. Donc, oui, il faut rebâtir
Et ça veut dire également se battre pour conserver ce qu'il nous reste, le peu qu'il nous reste, quoi. Ouais, c'est ça, le Donc, peu qui nous reste, quoi. pourquoi pas s'investir à construire, à entretenir des monuments comme ça. En plus, on peut s'instruire grâce aux cathédrales des anciens bâtisseurs. Il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a du savoir aussi là-dedans à conserver. Bah écoute, en tout cas, on invite tous nos internautes, aussi bien les tiens de chez Pagan TV, aussi bien les sentinelles, à se réorienter vers le patrimoine, de refaire des efforts pour le patrimoine et ne pas laisser nos monuments tomber en ruine, nos églises, nos châteaux. Et d'ailleurs, nous, on aura des futures actions aux sentinelles dessus. Hein. Donc ça, je vous transmettrai ça dans peu de temps. Bon, écoute, Oleg, je pense que on a fait le tour pour cette petite interview, en tout cas pour les sentinelles. Bah écoute, tu vas peut-être juste conclure en disant un mot exactement de ce que propose son association. Ouais, bah écoute, de toute façon, l'association, je pense que la plupart déjà me connaissent parce que j'ai fait pas mal déjà, J'ai fait déjà des vidéos auxquelles on obtient vraiment, si tu veux, ils savent vraiment ce que les sentinelles ont. C'est surtout pour les gens de mon public qui vont te découvrir, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, nous, on fait beaucoup de tout ce qui est humanitaire, on fait des actions aussi bien pour les SDF, pour des personnes en difficulté, pour des personnes âgées. De toute façon, n'hésitez pas à nous voir, nous avons fait notre site internet, donc l'ordre des sentinelles, tout attaché en minuscule.fr. Surtout, n'hésitez pas à aller voir le site, tout est bien détaillé dessus, nos vidéos aussi, on a notre chaîne YouTube. Et voilà, je pense que de toute façon, on conclura là. Et de toute façon, nous, Oleg, on reste en contact, et puis je pense qu'on sera amené à nous revoir et peut-être faire des choses ensemble, donc pourquoi pas, quoi. Ouais, bah écoute, moi, comme je disais, je te trouve un gars très bien. Tu es droit, en tout cas depuis que je te connais, tu m'as pas déçu. Et bah voilà, on encourage toute la jeunesse et puis les moins jeunes, tout le monde à essayer entre guillemets, de se réformer déjà personnellement et puis après de se rejoindre, de s'entraider. Voilà, on a le droit de se construire un avenir, voilà. Complètement, quoi. Et on va pouvoir le faire. Complètement. Bah écoute, je pense Oleg, pour nous ça va être bon. Bah merci beaucoup Morgane. Je t'en prie. Surtout, je me permets, je vais juste dire à mes internautes qu'on va mettre en photo la page de ton dernier ouvrage. Bah il est là, tiens. Attends, je vais le prendre. Et voilà, le dernier donc ça, livre. on va le mettre directement. Parce que ça, je pense qu'il faut vraiment le lire. Hein. C'est ouais, justement, l'histoire des casques à cornes. Lisez le livre, vous allez voir, il y a des illustrations. Pour ceux qui n'aiment pas trop lire, il y a des images. Avec Apollon, Bélénos, les Spartiates. Tout ça, c'est relié à Hyperborée, nos ancêtres, juste avant l'époque gauloise, quoi. Et dis-nous juste pour les personnes qui veulent l'acheter ou l'avoir, comment alors, vous pouvez l'acheter sur mon site espritvicking.com. Il y a la version gratuite, bien sûr. PDF, hein, que vous téléchargez sur le site pagan.eu. Ouais, j'ai deux sites internet. espritvicking.com, justement, c'est surtout sur l'hygiène de vie, le sport. Et puis Pagan, c'est la culture traditionnelle de nos ancêtres, l'histoire, la contre-histoire du coup par rapport à l'histoire officielle. Donc vous trouvez ce PDF sur pagan.eu. Et de pagan.eu, vous avez un lien sur Esprit Viking, vous pouvez l'acheter en version papier. Voilà. Super. Et sur Amazon aussi, il devrait y être normalement, s'il accepte. Bon bah écoute, je te remercie Oleg, franchement. Et bah écoute, nous on se dit à bientôt. Bah, c'était un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était un honneur aussi. Écoute, hein, franchement, avec grand plaisir. Moi, je tiens juste à remercier toute mon équipe, tout mon staff des Sentinelles qui est avec moi non-stop, hein, auquel on échange beaucoup. Mon caméraman qui nous fait les montages. Enfin, tout le monde se reconnaîtra derrière. Je vous dis à ciao. À bientôt.